On va reprendre nos travaux pour la dernière séquence de cette première journée de colloque. On peut redémarrer puisque Camille est arrivée. On avait dit 16h25, elle est arrivée à 16h25 pile. On commençait à s'inquiéter. Ah bah oui, bah voilà, c'est un métier. Hein. On aborde cette séquence. Alors, on a exploré jusqu'ici les aspects les plus techniques du projet de territoire, le foncier, le financement. On a découvert ce matin comment la volonté politique s'est cristallisée, mais il reste un volet essentiel quand même, qui a été évoqué à plusieurs reprises. C'est comment est-ce qu'on emporte l'adhésion des citoyennes et des citoyens du territoire. C'est la mission de celles et ceux qui sont en charge de la coordination et de la communication du projet. On va ouvrir ce dossier-là avec Camille Simon, qui est chargée de mission au Conservatoire du Littoral, Fabien Fechenel, qui est le directeur de l'Agence Nature, et Richard Mérienne, qui est le directeur général des services à la communauté de communes Terroir de Caux. Alors, on a dit à plusieurs reprises ce matin, ce qui est nécessaire à un projet, c'est une animation, une coordination, une réelle animation territoriale. Et à chaque fois, il y a une petite voix qui disait « ça c'est Camille, ça c'est Camille, ça c'est Camille ». C'est quoi ton métier en fait ? C'est assez Merci, diversifié. Excusez-moi, j'étais pas prête. C'est assez diversifié. C'est de travailler sur la gouvernance du projet, mais c'est aussi de comprendre en fait l'ensemble de ce qui se passe dans le projet. Alors au niveau technique, je suis pas forcément très pointue sur l'ensemble des sujets. Je réserve ça aux maîtres d'ouvrage. La communauté de communes, enfin Amélie Boutillier de la communauté de communes a beaucoup plus de compétences que moi sur l'assainissement. J'ai pas forcément besoin d'être capable de prendre sa place. J'ai besoin de comprendre l'objectif de l'opération, comment ça fonctionne, mais j'ai pas besoin d'être compétente de manière pointue. Et puis d'essayer de faire en sorte de suivre le projet, l'ensemble du projet et la direction du projet pour que le projet se déroule au mieux, que l'ensemble des acteurs puissent échanger sur les différents sujets sur lesquels ils travaillent. Par exemple, la communauté de communes travaille sur l'attractivité du territoire aussi, mais ça concerne aussi les communes au niveau local. Et donc il est intéressant que l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces sujets puissent échanger. Et donc mon travail, c'est essentiellement de faire le lien en fait, entre ces différents acteurs pour qu'ils puissent échanger et construire leurs projets, leurs opérations qui sont communes. Ça ressemble à quoi une journée type de quelqu'un qui fait ce métier ? Il n'y a pas de journée type et c'est ça qui est super. Un petit peu de terrain parfois. Et sur le terrain, tu fais quoi ? Je vais être pénible, mais... Mais oui, mais effectivement, c'est quand même, on dit depuis ce matin, c'est un rouage essentiel, mais concrètement, ça consiste en quoi ? Donc, quand tu es sur le terrain, ça peut aller d'aller chercher les clés, d'installer un vidéoprojecteur, à faire le café ou à suivre des chantiers, parce que donc le conservatoire est aussi propriétaire terrien dans la vallée et donc a des missions de renaturation. Et comme je suis sur place, ça peut aussi être intéressant d'aller voir sur site comment se passent les opérations et faire le suivi de chantier. Et voilà. Ça peut aussi être interprète, ponctuellement. Interprète parce que c'est un projet, parce que le projet PACO, en tout cas, est un projet binational, franco-britannique, et que j'imagine que le reporting, le rapport à faire à l'Union européenne, etc., tout ça, ça se fait en anglais ? Eh bien, la chance qu'on a, c'est qu'il y a aussi des gens bilingues dans l'équipe de l'Environment Agency. Donc, on s'appuie beaucoup sur eux. Mais, on a entendu tout à l'heure qu'il y en avait un qui parlait très bien français, quand même. Ouais. Presque comme un français. Ah, la pédagogie des langues étrangères en Grande-Bretagne, chapeau. C'était pas tellement par rapport au rapport que j'ai traduit, mais plutôt un petit peu pour des livrables, un petit peu pour des réunions aussi, puisqu'on n'a pas eu de traduction au tout début du projet. Et puis pour les échanges, quand on avait des groupes de travail, et puis on avait aussi
des thématiques sur lesquelles on travaillait, la qualité des écosystèmes, l'aspect socio-économique, l'aspect aussi de présentation, dissémination du projet et des objectifs du projet. Et tout ça, en fait, c'était avec des partenaires anglais. Et l'idée, c'est ça faciliter. J'ai essayé de faciliter les échanges entre les deux. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Je suis sur sur ce projet, oui. Je suis sur le projet depuis 2019 et donc sur PACO depuis 2020. D'accord. Et c'est quoi ton pire souvenir ? C'est une bonne question. Apparemment, il y en a beaucoup. Étonnamment, c'est même pas la météo, parce que j'ai toujours eu beaucoup de chance avec la météo, donc je ne saurais pas dire. Le Covid, peut-être ? Les confinements ? C'est pas un bon souvenir, mais c'est peut-être pas. J'irai pas jusqu'à un souvenir, un cauchemar non plus. Non, mais ça a bloqué. Ça facilite pas les choses. C'est sûr que quand on se rencontre pour la première fois à moins d'1 an de la fin d'un projet, c'est un peu. Disons que ça facilite pas le fait de créer un esprit d'équipe dans une équipe quand on sait tout juste à quoi ressemblent les gens en visio, donc en 2D et à partir des épaules, quoi. J'imagine que quand tu es sur le terrain, dans les communes concernées, tout le monde te connaît, tu viens de te taper sur l'épaule et te dire, au fait, tu as pensé à ça ou non, c'est assez tranquille ? Je commence à être connue. Après, ça dépend des gens. Il y a des locaux qui, effectivement, quand je les croise, ils en profitent pour me poser des questions. Après, j'ai plus de mal à capter les partenaires du projet qui sont très occupés. Donc on fait, en fait, essentiellement avec les partenaires du projet, on fait un mix entre, on se croise sur le terrain, on téléphone, on se voit à des réunions et donc on échange en marge de réunion sur d'autres sujets. Et puis, effectivement, au niveau local, quand je passe sur le terrain, si je croise des gens qui ont des questions sur le projet, c'est aussi l'occasion de leur expliquer un peu plus, de répondre à certaines questions et éventuellement de leur donner des informations sur ce qui est à venir et éventuellement des réunions aussi qui pourraient les intéresser et auxquelles ils pourraient être conviés. Est-ce que parfois tu as été confronté à une hostilité par rapport au projet ? Est-ce que tu as eu à faire face à des mouvements de résistance, d'opposition Des personnes pas satisfaites, oui, ça m'est arrivé, qui expriment leur mécontentement, oui. Mais pour autant, ça s'est bien fini. On peut discuter, on essaie de discuter et il y a des personnes qui sont réfractaires et qui n'ont aucune envie d'écouter la réponse. Là, c'est plus une discussion, la personne vide son sac et puis peut-être qu'une prochaine fois, quand je recroiserai cette personne sur le site, on aura l'occasion de discuter et de revenir sur les éléments qui l'intriguaient. Mais il y a d'autres personnes qui expriment leur mécontentement, mais qui sont ouverts à la discussion et qui, en général, on finit par échanger. Je note aussi ce qu'ils ne comprennent pas ou les éléments dont ils ont besoin et je leur explique. Si jamais, parfois, il y a des questions où on n'a pas les réponses. Par exemple, comme Laurent Topin vous l'a dit, on est toujours en phase d'études sur la partie reconnexion de la SAN à la mer. Donc quand on me demande où va passer la SAN, je suis incapable de répondre. En revanche, je peux leur dire que oui, vous n'avez pas le tracé de la SAN pour l'instant. C'est en cours d'étude. Quand on aura les réponses, on vous transmettra les réponses, on vous le fera savoir par divers moyens, par les divers outils de communication qu'on a mis en place, par des réunions éventuellement. Vous aurez l'information. Pour l'instant, on entend le mécontentement des gens qui ont l'impression qu'on leur cache des éléments, mais c'est juste qu'on ne peut pas leur transmettre puisqu'on nous-mêmes ne les avons pas. Si j'entends bien, ce métier est étonnant, assez rare, d'animatrice d'un projet de territoire. Ça consiste à de l'écoute, peut-être de la vigilance sur les délais, les plannings, des relances de partenaires, etc. Peut-être veiller à ce que l'information la transparence soit assurée, notamment vis-à-vis des acteurs et vis-à-vis des habitants du territoire. On peut résumer ça comme ça ? On peut résumer ça comme ça, oui. Alors, pour que la transparence soit assurée, il faut aussi quelques outils, quelques actions de communication. Et c'est l'agence Nature qui a été désignée il y a 3 ans pour accompagner
le projet de territoire. Dans cette communication, donc Fabien Chenel, c'est toi le directeur de l'Agence Nature, comment est-ce que le dossier a été pris en compte dans le micro? Alors, il est vrai que quand on a été désigné pour accompagner ce projet, on en avait une vision à travers des amalgames de logos et des organigrammes un peu compliqués. En fait, on n'est pas arrivé avec une solution clé en main. De toute façon, ça fait partie de nos principes. On considère, et quand je dis on, c'est Jean-Jacques et moi, parce que nous sommes associés dans l'agence Nature. Je fais semblant de poser des questions, mais on travaille ensemble voilà. pour que les choses soient transparentes. Voilà, exactement, transparence. On considère qu'un projet n'a de sens que s'il est porté par les acteurs qui en sont à l'origine et si le besoin est émis par eux. Donc toute notre énergie, on l'a mis finalement dans notre capacité à vous permettre, en tout cas les acteurs qui sont présents ici, collectivement, d'exprimer vos attentes et vos besoins en termes de communication. Donc ça a pris quelques journées d'échanges, de prise de connaissances, de rencontres, de brainstorming, pour après converger sur ce qu'on appelle une stratégie de communication qu'on a soumis à l'ensemble des acteurs, qu'on a fait évoluer, qu'on a adapté, et puis qu'on a entériné collectivement. Alors je retiendrai 5 principes, qui étaient les 5 principes qui avaient émergé de cette réflexion. Le premier, c'est, vous les avez vus aujourd'hui, ils sont multiples, ces acteurs qui portent ce projet en plus qui a eu plusieurs vies et qui a duré longtemps. Donc le premier besoin qui est apparu, c'est finalement d'avoir une signature collective. Et aujourd'hui, vous avez été nombreux à reprendre le nom du projet Bassan 2050 avec cette signature graphique qui a été déclinée sur l'ensemble des éléments produits. Le deuxième principe, c'était de dire la communication, elle doit être ancrée dans le territoire. Les cibles perçues étaient les habitants, les habitants des 3 communes, voire plus largement. Donc on a développé les outils de communication imaginés par la suite dans cette logique de se dire la priorité, c'est d'informer les gens qui vivent, qui travaillent, qui transitent sur le territoire. Le troisième point, c'était effectivement un engagement de transparence. Et de transparence vis-à-vis des lecteurs, des plaquettes, journaux qui ont été développés. Donc ça, on a tenté en tout cas de tenir avec des engagements de délai, des engagements de nouveaux rendez-vous. Bien évidemment, on l'a vu, c'est aussi beaucoup de technicité, ce projet. Donc on a fait en sorte au niveau de l'Agence Nature de porter cette technicité en fonction des besoins à travers les outils, mais tout en les décodant quand nécessaire, ou en les spécialisant quand là aussi c'était nécessaire et quand on s'adressait à des cibles qui étaient, elles, plus spécialisées, élus, techniciens et autres. Et puis le cinquième principe posé, c'était un projet qui devait être incarné par la diversité des élus et des habitants du territoire. Donc c'est ce qu'on a entrepris à travers toute une série de portraits vidéo, portraits des acteurs, de vous tous, vous en avez vu une compilation, mais aussi d'habitants. On finalise la semaine prochaine la prochaine exposition qui sera implantée sur les communes de Quiberville, Sainte-Marguerite et Longueuil. Et là, on donne la parole aux habitants dans toute leur diversité. Voilà ce que je voulais dire. Et puis ces quelques outils sur le terrain, la lettre de la SAN, le journal mural, qui est affiché dans les 3 communes avec, comme l'a dit Fabien, cet engagement de périodicité pour la lettre de la SAN. Voilà, c'est dans vos sacs, me dit-on. Et puis, effectivement, cet engagement de rendre compte à date fixe, tous les 3 mois, sur les journaux muraux et dans les lettres de la SAN. Alors, oui, vas-y. Ce que disait Fabien par rapport à l'expo, alors pour nous c'est logique, l'expo c'est l'expo annuelle. Alors je l'appelle annuelle maintenant puisque à la base elle était estivale et elle a duré un peu plus longtemps, celle de l'année dernière. C'est une exposition en plein air
donc 12 panneaux d'1,80 m de large par 1,20 m de haut, qui présentent chaque année, on va dire, une thématique. En 2021, c'était présentation du projet, représentation du projet territorial, mais présentation du projet PACO aussi, pour qu'au niveau local, les usagers du territoire puissent prendre connaissance de ce projet. Et quand je dis usagers, j'entends les riverains, mais aussi les touristes, puisqu'on en a beaucoup parlé plus tôt dans la journée. C'est une zone touristique. Et eux aussi vont être impactés par le projet. Leur usage du territoire va être modifié, et peut-être leur regard sur le territoire va être modifié. Enfin, j'espère d'ailleurs. Et l'idée, c'est aussi qu'eux puissent prendre connaissance du projet. Donc cette expo estivale, la première année, était vraiment dans l'idée de pouvoir leur présenter le projet PACO et le projet territorial. L'année dernière, on a fait sur les résultats de l'étude sur les milieux, donc l'état initial qu'on a fait sur les milieux naturels, faune, flore, habitat, qui a été réalisé par le syndicat mixte des bassins versants. Pendant 1 an, en fait, c'est sur un cycle d'1 année, ils ont étudié sur 256 hectares, si je me souviens bien, toute la faune, la flore et les habitats de la basse vallée. Et l'idée était de pouvoir mettre en lumière certains des résultats, les plus intéressants, des espèces patrimoniales, par exemple, et mettre en valeur les milieux qui hébergent ces espèces. Et puis, donc cette année, en 2023, l'idée a été de mettre l'accent sur la parole des habitants et usagers, alors plus habitants que usagers, les deux quoi, mais pas des on n'a pas visé des personnes qui viennent uniquement pour du tourisme, on a préféré viser des habitants de la vallée, et donc leur vue du terrain, du territoire, leur usage du site, et puis comment ils perçoivent ce projet. Alors Richard, Marianne, avec vous, on va boucler la boucle, puisque le premier dossier qu'on a ouvert, c'était celui de la volonté politique. On clôt avec celui de l'adhésion des citoyennes et des citoyens, et vous dirigez les services de la communauté de communes, et donc vous êtes un peu à l'articulation du politique, du technique et de la communication. Comment est-ce que ce projet est porté dans la communauté de communes, puisqu'on a vu que il est important, mais ça ne touche qu'une commune sur 79. Sur 79. Que deux communes. Deux communes sur 79. Comment est-ce qu'il est porté, ce projet ? Alors, ce projet est arrivé juste au moment où la communauté de communes a pris la compétence eau et assainissement, donc en supprimant tous les syndicats d'eau et d'assainissement. Donc ça a été dans le grand bouleversement. Donc c'était aussi un peu plus facile, parce qu'en limite, plus personne n'y voyait rien. Donc c'est un peu compliqué de dire ça, mais voilà, c'était compliqué pour le territoire, et à un moment, il fallait aller vite, il y avait de l'argent à prendre en jeu, et donc il fallait prendre vite des décisions, et donc ça a été facile de dire aux élus, de toute façon, là, on n'a pas le temps de réfléchir. Alors forcément, on a communiqué, on a apporté des éléments, il y a eu des commissions de travail quand même en avant, mais je veux dire, ça a été assez rapide, puisque de toute façon, on a montré un budget qui allait être équilibré, avec une surtaxe de l'eau et de l'assainissement qui allait payer ça sur le territoire. On allait, puisque après Amélie est arrivée et nous a rejoint, et donc elle a réussi à monter ce projet encore plus haut que ce qu'on espérait au début, notamment en supprimant plusieurs stations d'épuration, ce qui fait que du coup on a apporté plein de solutions sur le territoire. Donc politiquement, ça a été facile de le porter. Après, au niveau de la population, c'est surtout au moment du travaux, est-ce qu'on a beaucoup communiqué. Donc là, je pense qu'on a fait pas mal de réunions publiques dans les communes. Le fait qu'on soit venu avec l'agence de l'eau aussi pour pouvoir faire les branchements des privés sur les réseaux d'assainissement avec une grosse subvention de l'agence de l'eau, ça a permis aussi l'acceptabilité des habitants. Et du coup, ça nous a permis aussi de communiquer avec eux, parce que c'est un moyen de rentrer chez eux, de leur dire, voilà, on va venir faire les travaux dans votre rue, mais en même temps, on va vous aider à vous brancher. Donc c'était beaucoup plus facile pour communiquer. Donc on a la chance d'avoir l'agence de l'eau qui nous aide là-dessus. Et aussi, nous, on a quand même géré plus de 800 dossiers, donc humainement, voilà, 800 dossiers de raccordement. De raccordement, donc c'est 800 dossiers, c'est 800 conventions, c'est des réunions, c'est des coups de téléphone avec tout le monde. Donc c'est une grosse énergie qui a été mise en place par les services, quoi. Donc on a beaucoup travaillé. Donc la communication s'est faite aussi donc, avec la population, avec les élus, et aussi avec les services. Puisqu'aujourd'hui, j'ai Anne-Sophie qui est là aussi, il y a le service d'attractivité du territoire avec le service de l'eau et l'assainissement qui ont travaillé en commun
pour travailler avec le conservatoire et nos amis anglais pour pouvoir obtenir les financements. Donc la communication, elle est passée par tous les stades, quoi, entre les élus, entre le haut et le bas, en large et en travers et en profondeur avec la population. Donc c'est vraiment un sujet de chaque instant de communiquer sur ce dossier-là, quoi. Et on continue parce que de toute façon, il y aura le résultat, donc il faudra continuer à communiquer, parce que c'est important de montrer que ce projet-là, on n'a pas mis autant d'argent, autant de chambardements dans la commune de Longueuil, notamment, où est-ce que toutes les rues étaient barrées quasiment en même temps, parce qu'il fallait les faire vite pour les financements. Mais il faut montrer que tout ça, on a mis des moyens humains, des moyens financiers, et qu'on réussit surtout à un beau projet derrière, quoi. Donc voilà. Si j'entends bien, un des éléments qui conditionne l'adhésion des usagers, pour le coup, c'est le fait que chacun a pu, déjà d'une relation directe, 800 dossiers, donc 800 contacts, 800 échanges de courriers, de personnalisés, et puis l'idée qu'on apporte un service aux usagers. Ah oui. Ça, c'est vrai pour ceux qui sont concernés par l'assainissement. Ah oui, c'est ça, oui, pour tous ceux qui étaient vraiment les premiers gênés, quoi. Donc c'est plutôt sur la commune de Longueuil. Oui, c'est ça, commune de Longueuil, oui, c'est ça. Et pour les autres ? Pour les autres, à la limite, ils étaient moins gênés, parce que nous, on intervient surtout en tant que petite commune sur la commune de Longueuil avec la station d'épuration et les réseaux. Après, c'est vrai qu'on a repris aussi d'autres réseaux dans d'autres communes, mais ça a été surtout on a supprimé une station d'épuration, donc on a pris la fin du réseau pour le raccorder au début de l'autre. Donc on a fait du raccordement, donc là ça gênait moins. Après on est en train de desservir aussi, là les travaux sont en cours, on dessert des nouvelles communes où est-ce que les réseaux étaient pas bons, donc obsolètes, on devait les supprimer, et en même temps on va raccorder d'autres personnes. Donc chez ces gens-là, on va aussi rentrer de nouveau chez eux. Donc voilà, ça va permettre l'acceptabilité, on a déjà fait des réunions publiques et tout ça, ça se présente plutôt bien à chaque fois, quoi. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir apporter un service aux gens, ça facilite tout de suite, quoi. C'est vrai que si on avait dit on raccorde et vous devez tous payer 8 000 € pour vous raccorder, vous vous débrouillez, on n'est pas là pour vous. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ça marche moins bien. Mais ça se faisait quand l'agence de l'eau était pas à nos côtés, c'était compliqué de le faire. Grâce à l'agence de l'eau, on a pu faire ça, quoi. Alors sur le territoire, comment est-ce que toute cette énergie qui est déployée pour assurer la transparence, pour assurer la coordination, comment est-ce qu'elle est perçue ? Est-ce qu'on a des outils qui permettent de voir que, oui, ça marche ? Alors, il y a des outils négatifs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de banderole, disons non au projet dans la vallée, mais est-ce qu'on a des outils de retour ? On a forcément le retour qu'on peut avoir via les communes, via les mairies, parce que c'est les premiers réceptacles en fait des critiques positives ou négatives d'ailleurs du public, enfin des habitants. Donc il arrive que tu aies des coups de fil de Monsieur Bloch ou de Monsieur de Conilloux ou disant je me suis fait engueuler parce que etc. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Alors non, pas aussi. C'est pas aussi direct. Non. D'accord. Non, en général, ils sont mieux élevés que moi. Quand je passe en mairie, j'ai potentiellement un petit retour sur voilà, on a eu des personnes qui étaient intriguées par ce qui est fait, ils ont vu une pelleteuse passer, ils se sont inquiétés de ce qui est fait, voilà ce genre de choses. Et un autre endroit où j'ai beaucoup plus de retours d'ailleurs que par les mairies, c'est l'Office du tourisme, qui est idéalement situé sur le front de mer, à Quiberville, et où j'ai alors plus de retours plus étoffés, du coup, parce que c'est pas uniquement les riverains, mais aussi des touristes qui font des retours directement à l'Office du tourisme. Et comme mon bureau local est placé à l'étage de l'Office du tourisme, j'ai l'occasion d'être assez régulièrement en contact avec Zoé Tirili, qui est à l'Office du tourisme. Et donc, elle me fait passer tous les messages. On en profite pour déposer donc, les lettres d'information que vous avez dans vos sacs. Il y en a qui sont disponibles dans les mairies, mais aussi à l'Office du tourisme. Et en fait, c'est aussi un support pour lancer une conversation. Et Zoé donc peut avoir des questions et potentiellement, si on en a discuté avant, elle peut apporter des réponses aussi aux gens qui s'interrogent. Et puis vous avez fait l'année dernière une étude. Et puis l'été dernier, on a fait une enquête de perception dans la vallée. Donc l'idée était d'avoir un petit retour non seulement sur la perception du projet territorial, mais aussi sur la perception des risques naturels et de l'adaptation au changement climatique. Parce que l'idée, c'est aussi de comprendre un petit peu le niveau de connaissance du grand public, le niveau d'intérêt aussi du grand public et des touristes, et potentiellement en fait, de pouvoir axer nos outils de communication pour
essayer de mieux présenter, puisque pour nous, il y a énormément d'éléments techniques. Là, on s'en rend un peu compte parce qu'on a des amis anglais en présence, mais on utilise beaucoup d'acronymes qui, pour nous, sont très clairs, mais qui ne le sont pas forcément pour le grand public, qui n'a pas ces connaissances techniques de tous les acteurs de ce type de projet. Et donc l'idée, c'est potentiellement de réorienter notre communication pour être plus précis et moins technique et pouvoir mieux présenter en fait nos projets, nos actions et les objectifs en cours. Oui, pardon. Vas-y. Et donc cette enquête a été réalisée sur le terrain. Elle sera l'idée potentiellement de rééditer cette enquête après réalisation des travaux pour voir si l'effet du changement dans le paysage et donc si le paysage change, ça va probablement soulever des questions et l'intérêt des gens et ça va potentiellement les orienter vers une recherche de réponses et donc peut-être les intéresser au changement climatique et à l'adaptation au changement climatique. Et donc l'idée, c'est de voir si, après la mise en œuvre de ce projet, avec tous les outils de communication, avec les changements qui ont été mis en place, est-ce qu'on a une évolution dans la perception de ce type de projet, dans la perception de l'adaptation au changement climatique en général. Mais le premier, avant de voir ce qui évolue, l'état zéro, donc, qui était établi par cette enquête, il vous a appris quoi? Que globalement, les gens étaient satisfaits, s'estimaient suffisamment informés, ou bien que, oui, d'accord, on nous dit plein de choses, mais on doit encore nous cacher des choses, etc. Alors, je pense que c'est valable pour tout le monde. On a toujours l'impression qu'on pourrait en savoir plus. Après, on fait pas, même nous, à titre personnel, on ne fait pas forcément l'effort non plus de chercher plus. Mais on estime toujours qu'il nous manque quelques informations. Donc on a eu ce retour que certaines informations n'étaient pas connues. Alors essentiellement, quand j'ai eu certains retours en vis-à-vis, c'était sur la partie reconnexion de la Seine à la mer, donc des éléments qu'on ne pouvait pas encore avoir transmis. Donc forcément, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et puis, en revanche, ce qui a été assez apprécié, c'est les éléments qui ont été mis en place, la lettre de la SAN, les expositions et le journal mural, puisque ça permettait à tout le monde d'avoir accès à ces informations, sachant que le journal mural, donc c'est des panneaux, 1,80 m par 1,20 m, donc 4 panneaux qui sont un journal. Donc vous voyez la lettre de la SAN, les lettres d'information. Vous avez un tout petit peu plus d'informations que dans les lettres d'information, puisqu'on a un petit peu plus de place. Mais c'est la même idée, c'est de faire le point sur l'avancement du projet, présenter des prochaines étapes et expliquer aussi le contexte global du projet. Et ça, c'est visible par tout le monde, puisque c'est disposé dans les 3 communes, à Quiberville, à Sainte-Marguerite et à Longueuil, sur des emplacements où on a du passage par les touristes, par les usagers en général. Et ça, c'est des outils qui ont été très appréciés parce que ils sont accessibles facilement. On va acheter son poisson sur le front de mer, on peut s'arrêter pendant 2 minutes pour lire un petit bout. On va à la plage, on s'arrête aujourd'hui pour lire tel panneau, le lendemain on va lire le panneau suivant, etc. Donc c'est des outils qui sont faciles puisque c'est pas des papiers, c'est pas des outils numériques. Et c'est encore assez apprécié finalement d'avoir des supports physiques plus que numériques. Et accessoirement, ça ne coûte pas très cher. Ça prend du temps, de l'énergie, mais... Vas-y. Oui, j'aurais bien aimé soulever un point sur la communication pour ce genre de projet justement, et notamment quand il s'agit en amont d'élaborer un budget prévisionnel pour obtenir des financements. On vous demande souvent de détailler quelles seront les actions et quels seront les outils qui seront réalisés. Alors typiquement, le journal mural, il n'était pas du tout prévu dans le dispositif tel qu'il avait été imaginé au moment du dépôt du projet auprès d'Interreg. Il y avait un certain nombre d'actions assez classiques identifiées. Tout ça pour vous dire qu'il y a une phase qui est vraiment importante, qui est celle d'élaboration de la stratégie et de définition collective de ces outils. Et je pense qu'il faut, si vous êtes porteur de projets de ce type, trouver la façon de vous permettre d'obtenir les financements tout en ayant une marge de manœuvre qui vous permettra de faire
émerger l'outil qui sera le plus adapté à votre besoin et auquel vous n'avez peut-être pas songé avant cette étape. C'est vraiment le point sur lequel je souhaitais insister. Et juste la lettre de la SAN, elle est aussi portée dans les boîtes aux lettres, et ça, c'est un élément qui est assez fort. Alors là, on a parlé de l'information tout public, mais il y a des publics spécifiques qu'il est nécessaire de traiter particulièrement. Il y a un de ces publics qui est particulièrement cher à Jean-François Bloch, qui est celui des usagers du camping. Comment est-ce que les usagers du camping actuels, qui ne se retrouveront pas forcément dans les mêmes conditions, forcément pas dans les mêmes conditions, mais seront moins à l'aise peut-être dans le nouvel équipement. Comment est-ce qu'on traite cette cible-là particulière, pour employer un mot de communicant, mais qui est, voilà, c'est pas une cible, c'est des individus qui ont passé leur vie là. Comment est-ce qu'on les associe? Comment est-ce qu'on travaille avec eux? C'est Jean-François Bloch qui a la réponse. Là, oui. Peut-être, oui, il y avait beaucoup de questionnements là-dessus, hein, quand même, beaucoup de gens qui disaient qu'est-ce qu'on devient dans tout ça. C'était un peu sentimental. Vous avez des gens, je disais, ils sont là depuis 40, 50 ans. Hein. Certains ont appris à marcher dans le camping. Hein, et ils viennent depuis 50 ans avec leur famille. Donc, ça déstabilise un peu l'ensemble. Et donc, on a fait deux réunions vraiment spécifiques aux campeurs qui sont des saisonniers habituels. Hein. Pas le passage, il passera toujours. Hein. C'est ceux qui étaient... On avait quand même... Par le passé, sur 202 places, nous avons eu jusqu'à 100 habitués qui venaient régulièrement. Quand je disais une saison, c'est d'avril à octobre. C'était leur petite résidence secondaire. Et c'est un camping quand même relativement populaire. Et donc, ces gens-là, ils ne s'y retrouvent pas. Bon, ça diminue parce que démographiquement, on a une baisse de ces saisonniers. Aujourd'hui, on avait encore 45 saisonniers sur la saison. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un d'âgé ne vient plus, il n'est pas remplacé par son fils obligatoirement, parce que c'est plus le mode de vacances il y a 20 ans ou 30 ans, on avait une caravane, mais c'est plus tout à fait ça. La demande aujourd'hui, c'est beaucoup de location de mobil-home, et beaucoup de venues de camping-caristes qui traversent. Donc, on les a pris, on a fait des réunions spécifiques avec eux pour justement échanger, et on a tenté de leur dire qu'ils auraient, jusqu'à temps qu'on ferme, une place privilégiée. Et donc, depuis 2 ans, on a déjà quand même fait les choses. On a bloqué les prix pour ces gens-là en disant il n'y aura pas d'augmentation pour vous. Les prix dans l'ancien. Vous avez été les fidèles, on vous doit bien ça. Parce qu'en fin de compte, ceux qui ont fait les beaux jours, quand même, c'est cette clientèle-là. Il faut s'en souvenir. On ne peut pas tourner une page comme ça puis dire on est insensible à des gens qui sont ce qu'ils sont, mais qui sont sympathiques et qui méritent qu'on les écoute et qu'on les entende. Et donc qui ont participé à l'élan de notre commune. Hein. Et donc, dans la nouvelle... parce qu'on avait une gestion spécifique municipale, donc c'était au bon vouloir du maire. On reprenait, il y avait des arrangements, des gens qui avaient des difficultés parfois pour payer, on faisait des arrangements, des échéanciers. C'était un camping très social, faut être clair. Là, on va le passer en délégation de service public. Ça veut dire que c'est plus nous qui allons gérer. On va le passer à un délégataire qui, lui, va avoir... qui va mener des actions. Mais on a quand même mis une clause dans le cahier des charges pour les recruter, qu'il faudrait prendre en considération les personnes qui souhaiteraient faire le mouvement d'aller d'un endroit à l'autre. Et donc, il y en a quelques-uns, ils sont peu nombreux, il faut être clair, parce que si les gens étaient, pour certains, depuis un certain temps ici, mais les caravanes étaient aussi, les caravanes et les mobilhomes étaient aussi depuis un certain temps aussi et certains ne roulent plus. Enfin, excusez-moi, ils ont vécu et donc il n'y a plus de possibilité de les transférer, c'est pas possible. Et en plus, ils sont plus aux normes. Enfin, bon, donc il faut être clair. Hein. Bon, donc tout cela a été pris en compte. Et donc on a vraiment échangé. On a fait des samedis matins pour que tout le monde vienne. Et puis on a échangé, on a fini autour d'un pot en discutant. Alors bien sûr, il y en a qui sont un peu virulents, mais quand vous expliquez, que vous échangez avec eux, ils comprenaient que de toute façon, il y avait des risques. Alors quand il y avait des émissions télévisées, il y avait les deux aspects. Il y avait ceux qui disaient on est des pauvres, malheureusement, on nous enlève notre endroit où c'était privilégié. Et puis il y a ceux qui comprenaient en disant on a connu les tempêtes, la submersion marine, et on ne peut pas accepter à nouveau cela. Donc voilà, il y a eu un bon. Mais globalement, alors on va voir, parce que pour tout vous dire, on devait fermer l'an dernier au 31 octobre, donc on avait préparé les esprits, mais on va rouvrir encore l'ancien pendant 6 mois. Donc ils ont une année de rap, si je peux me permettre pour certains,
parce qu'on va ouvrir, il ne pouvait pas y avoir un trou touristique entre avril, mai, juin, donc on va ouvrir dès le 1er avril l'ancien, et on ouvrira l'autre le 1er juillet, donc ils seront à cheval, mais avec le même délégataire, parce que sinon il y aurait eu concurrence, et celui qui prend les manettes, il n'a pas envie qu'on soit en concurrence, et c'est logique. Hein. Donc tout passe en délégation, en convention d'occupation du terrain pour l'ancien, et puis en délégation de service public pour le... Mais ça, c'est une manière de... Donc la réponse à la question comment est-ce qu'on communique avec ce public particulier, oui. C'est pas du prêt-à-porter, c'est de l'autre culture, c'est on les rencontre... Ça a été fait au cas par cas, presque en personnalisé, même avec des rendez-vous personnalisés, si les gens voulaient me voir à la mairie. Hein. D'accord. Et là, ça relève pas d'un communicant, ça relève là, il faut qu'il y ait du vécu, maire. Du vécu. Ils m'ont connu tout petit, ils sont contents de me voir, et puis tout va bien. Non, mais c'est important. Ça va. C'est de l'humain. La communication, c'est aussi de l'humain. Ça va être la conclusion de cette séquence. Fabien ? Peut-être une question sur les travaux à venir. Comment est-ce qu'on va communiquer ? Qu'est-ce que vous avez prévu ? Moi, je reviens dans cette... Est-ce que votre contrat se termine ? Absolument. C'est exactement ça la question. Tu parles des travaux sur l'assainissement chez nous ? Écoute, nous, avec le fait qu'on soit arrivé chez les gens, qu'on ait fait des réunions publiques, la communication, elle s'est faite en rentrant chez eux. Donc aujourd'hui, on va les informer à chaque fois des travaux qu'il va y avoir à faire, mais on n'a pas besoin de... Dès lors que de toute façon c'est du réseau en souterrain, on n'a pas besoin de la même communication, on ne change pas le paysage. Là, forcément, sur Quiberville, changement de paysage, changement d'habitude, il faut communiquer au quotidien et rabâcher. Nous, on n'a pas besoin de ça sur l'assainissement. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous pour le communiquer. Dès lors qu'on a touché les gens une fois chez eux, après, ça y est, le lien, il est fait. Et la communication, c'est naturellement avec les élus locaux, les maires aussi, qui sont notre point de relais important. Parce que c'est avec eux aussi que ça se passe. Et c'est eux qui passent le message. Quand on leur dit, attention, on aura un souci ici, comme on voit, on fait une réunion avec les agents. Voilà, tout est bien fait. Si je peux me permettre. Oui, en fait, il y avait aussi la question, parce que là, il y a un vrai enjeu maintenant, hein, en 2025, réouverture, hein, donc c'est aussi sur ces aspects-là qu'il va falloir... Donc c'est plus une invitation à réfléchir par la suite, puisque vous allez poursuivre ce projet sur l'information qu'il va vous falloir faire, toujours avec ces principes hein, de transparence, de ponctualité, de technicité. Alors, oui, Delphine, et puis Jean-François Bloch, vous vouliez... Oui. Alors, je parle un peu à la place du syndicat de bassin versant, qui est le maître d'ouvrage de la prochaine grosse étape du projet, mais comme on échange régulièrement sur le sujet... donc, effectivement, toutes les questions qu'a évoquées Richard sur la mise en œuvre des travaux d'assainissement, c'est exactement les mêmes sur la mise en œuvre du projet de reconnexion proprement dit. On est sur un projet complexe techniquement, ça on l'a vu un peu ce matin, mais complexe aussi en matière de mise en œuvre, puisqu'on est sur un site balnéaire fréquenté, qu'on a potentiellement des nuisances liées au chantier, c'est normal, mais il va falloir le gérer de manière particulière. Donc il y a toute une réflexion déjà en cours sur l'accompagnement qu'il va falloir mettre en place avant les grandes étapes. On en avait même parlé au moment de la stratégie, et on avait bien identifié que c'était un des points clés où il ne fallait pas que les usagers locaux, voire les touristes de passage, se fassent de fausses idées sur ce qui est en train de se passer, parce qu'on va avoir des engins de chantier dans la zone humide. Hein. On ne peut pas faire autrement. Donc cette réflexion est en cours, et il y aura, un peu comme ce que vous avez fait, un accompagnement particulier avant, en s'appuyant aussi sur les collectivités évidemment, certainement de l'affichage dédié, et puis une présence sur site, et on demandera aux prestataires retenus d'avoir une attention particulière aux éventuelles questions des personnes de passage. Monsieur Bloch ? J'allais tout à fait dans ce sens-là. En tant que maire, mon collègue va me suivre mon idée. On a intérêt à être très vigilant sur la communication quand on va commencer à reconnecter. Et je ne vous parle pas après du passage aussi sur la voie littorale, la route littorale, quand on fera le pont et tout, qu'il faudra dévier autour. Et donc, les temporalités de cela, parce que l'été, il ne sera pas question d'aller perturber la saison balnéaire. Et donc, tout ça, il va falloir y songer sérieusement, et il va falloir être très attentif à ça. Parce que ça pourrait être plus difficile en termes de communication que ce qu'on vient de vivre. Moi, je demande une vigilance des uns et des autres là-dessus. Camille, si vous avez des questions, des précisions, etc. Je confirme. Sur cet aspect fabrique du consensus, quoi. Comment on amène les populations, eh bien, c'est le moment. Camille ?
Deux choses. D'abord, la stratégie de communication, effectivement, on l'a montée au travers du projet PACO, on l'a développée au travers du projet PACO, mais l'idée n'est pas qu'elle s'arrête avec le projet PACO, on souhaiterait qu'elle puisse perdurer, on l'a construite pour qu'elle perdure, sinon on ne l'aurait pas appelée Balsan 2050, mais Balsan 2023. Et puis, autre chose, par rapport justement à cette partie travaux et information, communication, on peut s'inspirer là de l'exemple dans la vallée de l'Auteur où leurs entreprises de construction, ils avaient souhaité qu'il y ait une personne qui soit dédiée à ce lien avec le public pour justement pouvoir recevoir les questions, les critiques, les interrogations, on va dire, plus ou moins sympathiques, et pouvoir y répondre. Et pas forcément que ça dépende d'un des partenaires du projet PACO. Merci. Oui, monsieur de Cognou. Juste un petit point complémentaire, à part le fait que je confirmais tout à fait ce qu'a dit Jean-François. La communication, il faut aussi la prévoir sur effectivement les prochaines années. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'ai dit ce matin. Nous ne savons pas comment ça va se passer dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années. Donc il est important d'avoir en tête que anticiper les évolutions possibles de la SAN, de tout cet environnement écologique, environnemental, le fait que ça se passe peut-être pas comme nous l'envisageons aujourd'hui, qu'il y ait des mouvements au niveau du pont cadre, qu'il y ait ceci, cela. Donc je crois qu'il est assez important que nous anticipions au-delà de la communication absolument nécessaire quand on va faire la reconnexion, mais qu'il y ait une prévision de communication sur les prochaines années régulières pour montrer comment ce projet a fait évoluer les choses. Et je pense que ça serait particulièrement utile également en liaison avec ce qui se passe chez nos amis anglais, parce que ça nous permettra d'avoir une bonne vision de comment ça peut évoluer dans le temps. Merci, monsieur de Cognou. Oui. Une dernière question, enfin en lien, c'est le lien avec la recherche et les laboratoires de recherche qu'on puisse créer pendant le projet ou à venir. Donc il y avait un monsieur de l'université de Caen, je crois, ce matin, et enfin peut-être d'autres. Stéphane Costa, oui. Oui. Alors, vous pouvez préciser votre question, c'est-à-dire quels ont été les liens qui sont créés pendant le projet avec des universités, des laboratoires ou ceux dans la phase exploratoire, dans la phase de diagnostic, ou bien dans l'accompagnement du projet lui-même? Dans la globalité. Camille. Alors, il y a deux éléments, il y a deux universités. Je vais parler de la première, je vais parler de Caen, et je laisserai Delphine parler de Rouen. Donc l'université de Caen, donc Stéphane Costa, on est en lien avec lui depuis longtemps, avant que je sois sur le projet. Donc là, Régis pourra compléter si jamais je n'ai pas tout dit. Stéphane Costa travaille sur la partie recul du trait de côte, suivi et puis le lien avec le GIEC. Et puis il y a un laboratoire qui s'appelle le CIREV. Alors je ne me souviens plus de son nom traduit, mais le CIREV qui travaille sur des modélisations 3D. Alors ils ne font pas que sur la partie environnement, mais dans ce qui nous concerne, ils ont fait des modélisations 3D de l'impact de 1 mètre supplémentaire à différents endroits. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la Normandie. Donc ils ont fait l'étude à Étretat. Et puis aussi, on leur a demandé de faire le même scénario dans la vallée de la Sanne. Et on avait fait 2 sessions. On avait emmené les membres du comité technique du projet territorial, et on avait emmené aussi les membres du conseil municipal de Quiberville pour voir cette modélisation en salle 3D à Caen, pour voir en fait, en gros, on est dans la vallée de la Sanne. On est vraiment plongé dedans et on voit en fait ce que ça donne, un événement qu'ils ont connu dans les années 90, mais avec 1 mètre de plus d'élévation du niveau de la mer. Et alors que ce soit à Étretat ou à Quiberville, enfin là en l'occurrence c'était Sainte-Marguerite, l'effet est assez impressionnant pour tout le monde, qu'on soit technicien ou élu.
c'est assez impressionnant. Quand on vit sur le territoire, c'est impressionnant. Quand on est plutôt dans la partie technique, on se rend aussi compte de l'impact que ça va avoir sur plus largement, pas seulement à l'endroit où on est, mais aussi sur un territoire plus large. Et c'est assez intéressant. Donc le labo du CIREV et l'Université de Caen sont partenaires déjà du projet territorial de la SAN. Et notamment, Stéphane Costa étudie à Sainte-Marguerite, il y a des outils de suivi du recul des falaises. Et puis Delphine peut rajouter sur la partie Université de Caen, Université de Rouen, puisqu'elle était en lien avec eux il n'y a pas si longtemps. Tu voulais peut-être parler du centre interdisciplinaire de réalité virtuelle. Effectivement. Quand tu ne sais pas, tu me demandes. Donc effectivement, jusque-là, on a mené un certain nombre de suivis et de diagnostics, que ce soit au moment du projet LICO, que ce soit dans la phase réglementaire préalable aux travaux, mais ça s'est fait jusqu'à présent sous forme de prestations commandées à des bureaux d'études et sur des choses qu'on sait déjà à peu près faire, notamment des inventaires faune, flore, habitat. Mais comme l'a dit à plusieurs reprises Monsieur le maire, on a tracé une trajectoire, on définit une solution technique qui est favorable à cette trajectoire, mais on ne fait pas de prévision et on va ensuite devoir observer l'évolution des milieux et notamment un des gros enjeux, c'est les mouvements hydrosédimentaires dans cette nouvelle basse vallée reconnectée. Donc effectivement, là l'objectif c'est de nouer des partenariats plus durables que de simplement des prestations ponctuelles. Et on a effectivement très récemment pris contact avec un laboratoire de l'Université de Rouen pour mettre en place un protocole de diagnostic de l'état initial, mais surtout de suivi après travaux, de l'observation de l'évolution de la basse vallée, pour à la fois observer ce qui se passe et puis en parallèle, on est en train de travailler dessus, donc je vais peut-être même pas parler si Julien est encore là. Il est parti. Bon, voilà. Parce qu'ils utilisent un certain nombre d'outils comme l'intelligence artificielle pour faire des projections. Et donc l'objectif, c'est à la fois de leur permettre, eux, d'utiliser le cas de la vallée de la Sanne pour faire des projections sur l'évolution possible d'une basse vallée reconnectée et d'observer réellement ce qui va se passer. Est-ce que c'est conforme ou pas aux projections? Est-ce que la trajectoire qu'on avait tracée dans le cadre du projet est respectée ou pas? Et comme le disait Monsieur le maire, est-ce qu'il faudra à l'avenir réintervenir ou pas pour aider les solutions fondées sur la nature à qui on avait donné un premier élan à continuer à évoluer dans le bon sens. Mais donc là, il reste beaucoup de briques dans le projet territorial. Il y a la brique travaux, mais il y a toute la brique mise en œuvre des suivis, de leur valorisation à la fois scientifique pour tous les autres projets dont on parlait tout à l'heure, et aussi valorisation grand public, parce que je pense que ça sera important aussi de permettre aux acteurs de la vallée de prendre connaissance avec leur niveau scientifique à eux de tout ce qu'apporte le projet en termes de nouveaux services et de nouvelles biodiversités. Donc on y travaille. Oui, le projet n'est pas terminé. Merci Delphine, merci. Est-ce que je peux ici? Pardon. Robert Lafitte, donc je suis du laboratoire M2C. Vous me cherchez. Donc effectivement, c'est un laboratoire qui est à la fois sur Caen et sur Rouen, pas très loin du CIREV à Caen, juste au-dessus, et puis sur Rouen. Donc nous travaillons déjà beaucoup sur la zone, puisque nous avons, alors non pas dans la vallée de la Sanne, mais à Pourville, nous avons des caméras qui sont installées sur le secteur de Pourville, sur le secteur d'Étretat, puisqu'on fait de la modélisation des événements extrêmes sur la zone côtière et de l'impact en termes de submersion. Donc évidemment, ce qui se passe sur la Sanne, ça nous interpelle parce que, vous voyez, je suis à la retraite là, à l'heure actuelle, mais on parlait de l'Yerre dans les années 80 avec les collègues et on rêvait que l'Yerre soit réestuarisée. Mon sujet, c'est les estuaires. Voilà. Donc je suis très content aujourd'hui qu'enfin on arrive à faire un projet et qu'un projet sorte là-dessus. Et effectivement, les collègues vont être mobilisés. Vous l'appelez pas réestuarisation, on est d'accord, parce qu'on a bien compris que c'était un peu tabou comme mot. Mais c'est un joli mot aussi. Voilà, parce que derrière, il y a plein de projets et il y a plein de choses à faire. Donc effectivement, les collègues ont été interpellés par l'agence de l'eau pour intervenir sur la zone. Et au-delà de la recherche, je vais parler un peu pour les collègues, mais pour l'enseignement aussi, puisque nous faisons pour Ville et pour nous un exemple
alors je prends Pourville parce qu'aujourd'hui on est sur Pourville, mais je pense qu'on va amener les étudiants sur la SAN parce que ça va être un objet d'étude extraordinaire, comme on a amené les étudiants sur le chantier du Mont-Saint-Michel, qui était un chantier sur lequel nous avons travaillé en tant que recherche et que nous avons suivi avec les étudiants tout au long de l'année. Donc pas seulement... voilà, donc la partie enseignement aussi est importante. C'était juste un petit complément. Merci pour ce complément d'information. Merci à vous trois. On va une nouvelle fois prendre un petit peu de recul et de hauteur, sans jeu de mots. Alors là, pour le coup, je l'ai pas fait exprès. On va prendre un peu d'auteur avec le regard franco-britannique ou britannico-français de Ben Fouquet sur nos échanges de cet après-midi. Alors, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit, dans la vallée de l'auteur, on est sur une stratégie de communication très similaire. Donc, on a essayé tout au long du projet de communiquer tôt, que ce soit avec les parties prenantes, avec les membres du public, et que pour ça, on a mobilisé des gens. Donc, on a par exemple Jasmine qui est spécialisée dans la communication du projet PACO. On avait aussi, comme Camille l'a dit, l'entreprise de construction qui avait quelqu'un qui était affilié à ça, et ça a permis de lever les doutes des membres du public. Alors là aussi, on a utilisé différents outils, des panneaux d'affichage. On a aussi eu Mike Williams qui a fait, on a arrêté de compter le nombre de visites qu'il a fait au sein de la vallée de l'auteur. Ça a regroupé des gens, que ce soit des organisations, des membres du public, des associations de riverains, et ça a vraiment permis de faire un lien sur le terrain. Je vais aborder un petit peu le sujet du travail en partenariat, car il faut le dire, ça a été un travail franco-anglais avec des thématiques similaires. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, il faut le dire, mais on a mené à bien ce projet qui se finit dans 2 semaines, à part pour certaines opérations. Et donc la communication durant le partenariat, il faut qu'elle soit continue, parce que pour arriver à délivrer un projet d'une telle échelle, il faut quand même communiquer régulièrement et mettre tous ces efforts ensemble pour pouvoir délivrer le projet PACO. Et pour continuer sur le projet PACO, il ne faut pas oublier que ce projet, il est basé sur la vallée de l'auteur, sur la Basse-Sanne, que ce sont 2 sites pilotes, et que ce travail, il est fait pour pouvoir influencer, que ce soit les décideurs politiques, les organismes financiers, les acteurs, les autorités locales, mais aussi toutes les parties prenantes, que ce soit en France, en Angleterre, mais en Europe, et que nous l'espérons, d'autres projets vont pouvoir voir le jour et continuer dans cette lancée. Pour finir, je vais parler un petit peu de la valorisation du projet, car c'est vraiment important. Il faut continuer à montrer tous les résultats, à montrer que même si le projet est fini, les changements continuent. Et pour ce faire, on peut utiliser des outils comme les séances citoyennes et vraiment impliquer les gens. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai Ed et Jasmine qui seront ravis d'exercer leur français. Ça, c'est petit. Ok, les questions se poseront peut-être en one-to-one, après la séance. Donc merci donc à toutes et à tous. Ce projet de territoire Basse-Sanne 2050 qui associe tous les acteurs du territoire de la Basse-Vallée de la Sanne, il a été porté, comme on l'a vu tout au long de cette journée, par la région Normandie et par le Conservatoire du Littoral. Et c'est bien la délégation Normandie du Conservatoire du Littoral qui en a assuré la coordination. On a entendu Jean-Philippe Lacoste, on a entendu Régis Lesmarie, on a entendu Camille Simon à l'instant. La directrice du Conservatoire du Littoral, Agnès Vince, est avec nous depuis ce matin. Madame Vince, il vous revient de tirer les conclusions de cette première journée de travail, si vous le voulez bien.